Je vous salue, créatures de la forêt. Je suis allée rendre visite à la grand-mère. Pendant mon séjour chez elle, j'ai appris beaucoup de choses. Et entre autres, un nouveau mot. Protochronisme. Protochronisme vient du mot protos, qui veut dire en grec premier, et du mot chronos, qui veut dire temps. Et puisqu'on a un isme à la fin, le protochronisme est une idéologie. Les adeptes de cette idéologie affirment que leur peuple s'est développé seul et qu'il est à l'origine de toute la civilisation. Le protochronisme est beaucoup présent dans l'Europe de l'Est. Je vais donc vous parler du protochronisme roumain. Cette idéologie tente de réécrire l'histoire des peuples qui ont vécu sur le territoire de la Roumanie. Ces peuples s'appelaient les Gets et les Dacs. Leur existence a été attestée dans les écrits antiques, mais aussi grâce aux découvertes archéologiques. Parmi tous ces Dacs, un personnage s'est démarqué vers la fin du dernier siècle avant notre ère. Il s'agit de Burebista. Burebista avait réalisé l'union des populations Dacs, jusqu'alors divisées en plusieurs tribus. Burebista avait pu élargir le territoire de son royaume. Ce territoire couvrait alors les actuelles Roumanie, Moldavie, Ukraine occidentale, Hongrie orientale, Serbie et Bulgarie septentrionale. En 105 et 106 de notre ère, les guerres daciques ont mis en évidence un autre personnage dac. Il s'agit de Decebal, le dernier roi dac qui s'est suicidé pour ne pas tomber dans les mains des Romains. Pour les protochronistes actuels, Decebal est devenu le premier chef des Roumains dressé contre l'oppression étrangère. Les origines du protochronisme en Roumanie sont attribuées à l'historien roumain Bogdan Petricecu, Hajdeu. Vers la fin du XIXe siècle, Hajdeu avait dressé une liste de mots qui lui semblaient être d'origine dac. Les Dacs n'ont pas légué à leur descendance une histoire écrite. Ils n'ont pas légué leur alphabet et leur langue. On n'a aucune idée des mots Dacs. Au début du XXe siècle, un écrivain et juriste roumain, Nicolae Densușianu, publia un livre intitulé La Dacie préhistorique. Dans ce livre, il affirmait que, sur le territoire de la Dacie, un peuple avancé avait vécu et aurait donné naissance à la première civilisation de l'Europe. Ce peuple aurait construit l'ensemble des autres civilisations antiques. Plus tard, pendant la période entre les deux guerres mondiales, les idéologues de la Garde de fer, mouvement fasciste roumain, ont intégré les idées de Nicolae Densușianu à leur discours extrémiste. Au début des années 70 et jusqu'à la chute de la dictature de Nicolae Ceausescu, le protochronisme a été assimilé officiellement dans l'idéologie nationaliste du Parti communiste en réécrivant l'histoire. Depuis la chute du régime communiste, le protochronisme continue son existence. Mircea Chelaru est un général d'armée, essayiste, historien et politicien roumain qui a été chef d'état-major de l'armée roumaine entre 15 février et 31 octobre 2000. Alors qu'il était commandant du 10e corps de l'armée à Iași, Chelaru a demandé à l'administration locale de réaménager un parc municipal avec les statues des 3 maréchaux roumains, dont celle d'Ion Antonescu, dictateur fasciste, qui avait, à travers sa politique extrémiste, conduit à la mort 300 000 juifs, puis, lors des batailles de Stalingrad, 200 000 soldats roumains. Nous célébrons au Congrès la culture de la civilisation et de la spiritualité thraco-gétodaque
cette extraordinaire espèce de nation roumaine, l'une des plus anciennement connues sur la Terre, fondatrice et formatrice de la civilisation de toute l'Europe antique. La langue parlée en Europe jusqu'au XIe siècle a été la langue daque. La forme d'organisation étatique et l'organisation archétypale, mentale, administrative et religieuse a appartenu à la croyance unitéiste, source pour le monothéisme chrétien ultérieur. Nessarque, le père de Pythagore, était originaire de Cimmérie. Il était marchand de vin, de miel et, attention, de peau. Selon Hérodote, la Cimmérie était située en Crimée. Vers le 8e et le 7e siècle avant notre ère, les Cimmériens se sont disséminés sur tout le pourtour de la mer Noire, en Asie mineure et dans les Balkans. Pour soutenir ces idées, Kelaro affirme que la Haute-Cimmérie était en fait la Basse-Arabie, territoire de l'actuelle République Moldavie. L'origine du père de Pythagore reste controversée pour les historiens antiques. Par exemple, Porphyre de Tyr, dans la vie de Pythagore, nous dit que, sur l'origine de Messarque, on ne s'entend plus. Les uns, en effet, en font un samien, néant au 5e livre de ses Mythica, un Syrien de Tyr. Diogène Laërce nous dit que Pythagore, fils de Messarque, le graveur de pierres précieuses, est originaire de Samos. En plaçant les origines de Messarque sur les territoires de la Basse-Arabie, Kelaro tente d'associer indirectement Pythagore au futur territoire roumain. Par son père donc, Pythagore n'est plus grec, mais Jet, daque aussi, et tant qu'à faire, roumain de souche. L'apôtre André, le premier appelé, c'est lui qui était venu sur les terres de la Cité mineure, là-bas où, il y a longtemps, avait régné la superbe reine massagète Tomiris. Tomiris, celle qui a décapité Cyrus le Grand et qui a démantelé l'empire persan. Pendant l'Antiquité, la Cité mineure correspondait à la région de Dobroja, à cheval entre la Roumanie et la Bulgarie d'aujourd'hui. À ne pas confondre avec la City qui s'étendait de l'Ukraine à l'Altaï, en passant par la Russie et le Kazakhstan. L'arrivée de Saint-André en Cité mineure n'est étayée par aucune preuve archéologique, toponomique ou écrite. Ici, Kelaro reprend la thèse officielle mais controversée de l'Église orthodoxe roumaine qui a toujours besoin d'un apôtre pour légitimer sa position. Puis, il nous parle de Tomiris, la reine légendaire des Massagètes. Mais les Massagètes ne vivaient pas en Cité mineure. Leur territoire allait de la mer d'Aral à la mer Caspienne, à cheval sur l'actuel Turkménistan, l'ouest d'Ouzbékistan et le sud du Kazakhstan. Une fois de plus, Kelaro tord la géographie et l'histoire pour qu'elle se plie à sa volonté. Et le livre de Carolus Lundius qui parle de Zamolxis primus getarum legislator. Qui est ce Carolus Lundius qui dit qui nous sommes? Nous sommes issus de l'ancien peuple des Hyperboréens, d'où est originaire Zeutas, le père d'Abaris ou Abariso. Voilà ce qui dit Carolus Lundius. Carolus Lundius a été un professeur de l'université d'Uppsala et juriste suédois du XVIIe siècle. Il a été partisan de l'idée qui fait des Jets les ancêtres des Suédois. En 1687, il avait écrit Zamolxis primus Jetarum legislator, ouvrage fantaisiste basé sur des fausses preuves qu'il s'était procurées par l'intermédiaire du prêtre Niels Rabenius, célèbre collectionneur et faussaire de documents historiques. Et j'ai commencé à lire les 3506 lois morales et politiques de Pythagore, l'entière vie pythagoricienne écrite par Porphyre l'Antiochien ou Porphyre l'Alexandrin. La loi 1143, quand il s'adressait aux Grecs de l'île de Samos. Écoutez ce qu'il disait Pythagore. Vous voyagez chez les Jets, non pas pour leur donner des lois, mais pour apprendre d'eux. Porphyre, celui qui a écrit l'une des nombreuses vies de Pythagore, il n'était pas surnommé Antioule ou l'Alexandrin, mais Porphyre de Tyr. Puis le livre auquel Kelaro fait référence est une traduction en roumain du 6e volume des Voyages de Pythagore, écrit en 1799 par l'écrivain français Sylvain Pierre Maréchal. Pamphlétaire français, fervent partisan de l'athéisme durant la Révolution française, précurseur de la grève générale et de l'anarchisme. Quant au portrait que Maréchal dresse à Pythagore, il incarne à merveille l'héros des idéaux révolutionnaires communistes.
La maison roumaine d'édition en tête, celle qui a publié la traduction du 6e volume des Voyages de Pythagore, adore aussi les ouvrages sur les médecines alternatives et les théories du complot de Jan van Helsing. Toutefois, par souci de rendement, la maison en tête n'a pas publié l'intégralité des 6 volumes de Maréchal. Plus encore, elle n'a même pas pris le soin de citer son nom, mais uniquement celui de son éditeur. Pendant 2 ans, Gheorghe Funar a été le maire de la ville de Cluj, 3e ville de Roumanie et un très important centre universitaire. Puis sa carrière politique s'est poursuivie avec un mandat de sénateur. Je suis revenu à Buzău. Je suis venu plusieurs fois au 16e congrès de dacologie. Les protochronistes n'aiment pas qu'on les appelle ainsi. Ils préfèrent le terme de dacologue. Ça fait plus scientifique. Et je suis content de revoir beaucoup de ces haïdouks scientifiques pour présenter notre vraie origine, la vérité sur le Fils de Dieu qui nous a été caché depuis 2000 ans et les vérités sur le peuple saint, le peuple Getodac. Gheorghe Funar apporte d'autres arguments dans les pages de son livre. Il essaye de démontrer que le Fils de Dieu n'a pas été juif et le peuple juif n'est pas le peuple élu. L'auteur soutient que le véritable peuple élu par Dieu est le peuple roumain. Savez-vous que Mihai Eminescu est le plus grand physicien du monde ? Ah, vous avez entendu parler de cet escroc d'Einstein. En physique, Mihai Eminescu s'est occupé de la théorie de la relativité et il a été le premier de la Terre à écrire la formule de calcul de la vitesse de la lumière V égale m multiplié par c au carré. Mihai Eminescu s'est occupé de la théorie des quanta avant Max Planck. Il a étudié aussi les trous noirs de l'univers et le Big Bang. Ce sont quelques-uns des domaines d'études dont j'ai appris la connaissance. Comment je l'ai apprise ? Je l'ai appris d'un professeur de physique qui habite à Azuga, qui à son tour a été mis au courant des préoccupations d'Eminescu dans le domaine de la physique. Il est venu à Bucarest et il est allé aux archives de l'Académie roumaine. Il a trouvé les manuscrits d'Eminescu dans le domaine de la physique. Les Juifs ont eu beaucoup de motifs pour liquider Eminescu. Eminescu a été assassiné. Les Juifs l'ont tué, l'ont assassiné avec des injections de mercure et avec des massages à base de mercure. Quand ils ont vu qu'il ne mourrait pas, ils lui ont fait entre 4 et 7 grammes par jour d'injection de mercure. Avec 2 grammes, tu tues un cheval. Eminescu n'était pas mort. Ils lui ont administré pendant quelques mois ces injections, et voyant qu'Eminescu ne mourait pas, ils l'ont frappé avec une brique sur la tête. La foi, mes chers, l'orthodoxie est l'or le plus brillant, le plus valeureux qui doit être préservé. L'or est dans nos âmes. Savez-vous d'où vient Dacia ? Quand 2 Dacs se rencontraient sur la route, l'un demandait à l'autre « Tu es d'où ?» L'autre répondait « Dacia ». Ainsi, il est arrivé que cette zone soit nommée Dacia. Le pope Mihail Mila s'improvise linguiste. Le mot dont il fait référence est aici, forme dérivée du latin ecce, qui veut dire ici. Nous ne savons pas comment les Dacs disaient à ici.
Tout cela n'est qu'une spéculation douteuse pour justifier le nom d'un pays et d'un peuple dont nous n'avons que peu d'informations. Nos ancêtres ne se sont pas prosternés devant Zamolxis. Les Dacs ne se sont pas prosternés devant Zamolxis. Tiens donc, ils lui ont fait des sacrifices humains. Tout en amour, bien sûr. Nous, comme peuple, nous sommes entourés par des peuples slaves, Russie, Bulgarie, Serbie, et avec tout ça, nous parlons roumain et nous écrivons avec l'alphabet latin. C'est un miracle que nous n'écrivons pas en slavon, que nous n'écrivons pas avec des lettres kyrilliques ou que nous ne parlons pas ces langues slavones. Un miracle! La mémoire du pape Flash! Le slavo était la langue officielle liturgique et diplomatique de la Valaquie et de la Moldavie, et cela jusqu'au XVIIIe siècle. Quant à l'alphabet latin, qui le remercie l'école de Transylvanie, constituée d'érudits catholiques. À la fin du XVIIIe siècle, ils ont œuvré pour la reconnaissance de la latinité des Roumains, alors que le clergé orthodoxe s'opposait. Le peuple roumain est né roumain et chrétien en même temps. Donc, depuis 2000 ans, nous sommes chrétiens. Nos Dacs étaient croyants. Ils croyaient dans l'unique Dieu, créateur du ciel et de la terre. Nos grands-parents attendaient Jésus-Christ et c'est pour cela qu'ils l'ont reçu avec joie. La christianisation des populations dacs ne peut pas être démontrée avant le IVe siècle en Dobroja et avant le 8e siècle dans le reste du pays. Aujourd'hui, le village dac de Nayen s'est enrichi avec une jeune famille. Les jeunes gens ont été mariés religieusement par 3 prêtres sur un autel dac, petite église creusée dans une colline. Ce village dac est plus qu'un musée. Un musée, c'est quelque chose de statique. Ici, c'est un village avec de la vie, avec des personnes qui habitent là depuis quelques années. Et nous espérons que d'autres personnes viendront pour vivre comme les Dacs d'antan, s'habiller comme les Dacs, travailler avec les vieilles traditions d'avant. Le pape Mihail Mila dit que ce village est un musée vivant, censé illustrer la vie des Dacs. Nous n'avons aucune preuve pour dire que les Dacs habitaient des maisons en pierre. Sur les sites de fouilles, on a trouvé seulement des restes de poterie, des pièces d'argent, des armes ou des objets de décoration. Les Dacs devaient construire leurs maisons en bois et durcir les murs avec de l'argile. C'est le cas d'un site découvert à Popeshti. Cela a permis aux archéologues de relever les empreintes des maisons, mais ils ne peuvent pas déterminer l'aspect extérieur de ces bâtiments. Dacia veut dire d'ici nous ne partirons plus, nous resterons ici dans ce village dac pour de longues et heureuses années. Le credo de nos Dacs était la résurrection. En conclusion, notre pape proto-chroniste tente de nous faire croire que les Dacs étaient chrétiens avant Jésus-Christ et orthodoxes avant le concile de Nicée.